Good Morning Business, le grand entretien. La dégradation de la conjoncture en Chine, le rythme de croissance a nettement ralenti au deuxième trimestre. Les prix à la consommation ont reculé de 0,3% le mois dernier. On va en parler avec Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous. Quelles sont les raisons de ce ralentissement économique ? Elles sont multiples. On voyait d'ailleurs venir ce ralentissement. La première raison, tout simplement, c'est qu'effectivement, on est en sortie de Covid, mais une sortie de Covid qui est paradoxale, parce que chez nous, la sortie de Covid a créé un rebond. Et en réalité, en Chine, cette sortie de Covid, elle se fait à contretemps par rapport à l'économie mondiale. L'économie mondiale se remet du Covid, néanmoins, elle a un taux de croissance relativement plus faible. Et comme c'est l'économie mondiale qui reste avant tout le moteur de la croissance chinoise à cause des exportations, dans un premier temps, les exportations chinoises ont commencé à baisser. Donc ça, c'est le premier élément de ralentissement. Le deuxième élément, c'est que toujours dans ce contexte de sortie de Covid, ce qui pourrait relancer la croissance chinoise, c'est la consommation. La consommation, c'est un peu l'arlésienne de la croissance chinoise. C'est-à-dire que depuis des années, les autorités chinoises souhaitent que le mix de cette croissance change au profit de la consommation et au détriment des investissements qui sont une pure décision de l'État, qui est effectivement de l'argent facile qu'on injecte pour construire des infrastructures. Mais pour qu'il y ait de la consommation, il faut qu'il y ait de la confiance. Cette confiance a été terriblement ébranlée par la sortie maladroite du Covid, on peut dire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, rappelez-vous, on a dit à la population: vous pouvez attraper le Covid, c'est pas très grave. Et donc, il y a une confiance qui a été ébranlée. Et le troisième élément, bien sûr sous-jacent, qu'on voyait venir depuis longtemps, c'est la crise de l'immobilier. L'épargne en Chine va essentiellement dans l'immobilier. Quand votre épargne augmente, vous vous sentez plus riche et vous avez, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse, vous avez tendance à consommer plus. Et on traîne maintenant depuis plus de 2 ans et demi, cette crise sous-jacente de l'immobilier. C'était bien sûr la crise Evergrande il y a 2 ans et demi, avec cette quasi-faillite, mais on a une baisse des prix de l'immobilier qui sont en fait le réconfort de l'épargnant chinois qui ne sait pas par ailleurs où mettre son épargne quand il épargne. Dernier facteur, la démographie qui effectivement est défavorable. Il y a quelques semaines, le gouvernement chinois avait parlé de frein à la croissance sans donner vraiment de détails. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des sujets qui fâchent? Vous venez de parler de l'immobilier. Est-ce que le gouvernement, dans sa communication, en tout cas, tente de minimiser l'ampleur de cette crise immobilière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il essaie de la minimiser, cette crise immobilière, dans un premier temps, par des actes. C'est-à-dire que on est dans une politique de taux en Chine qui est totalement contracyclique avec ce qu'on voit dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a une politique de taux relativement laxiste qui permettent d'emprunter ou qui permettent effectivement de supporter le poids de la charge des emprunts beaucoup plus facilement. Minimiser la crise immobilière, bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu de faillite déclarée. Donc ça, c'est le choc aurait été de déclarer des faillites, ce qui aurait révélé au monde entier et à la population chinoise que l'immobilier était en crise en Chine. Et cela dit, tout le monde le sait. Ce que fait la communication gouvernementale, pour la qualifier, je dirais, on ne peut pas faire autrement que de dire qu'elle est ambiguë, parce que on revient bien sûr vers le secteur privé en disant à ces grandes firmes tech qui avaient été brimées depuis 18 mois, vous pouvez de nouveau utiliser vos outils, vous pouvez accepter des paiements, on relâche la bride à ces firmes tech d'une certaine façon, mais de l'autre côté, on ne prend pas les mesures de relance autoritaires ou en tout cas volontaristes qu'on avait prises en 2008 lors du premier ralentissement de l'économie chinoise. En 2008, on avait injecté en 2 ans 10% du PIB sous forme de liquidité bancaire. On ne le fait pas cette fois-ci. C'est ce que j'appelle cette ambiguïté. Cette ambiguïté est allée chercher du côté probablement de l'expérience. On ne veut pas retomber dans cette expérience malheureuse d'un plan de relance qui avait créé la bulle immobilière, et peut-être aussi de l'idéologie. À la limite, mieux vaut être sobre et autonome parce que les temps vont être difficiles, et ça nous ramène bien sûr au conflit US-Chine, plutôt que aller mieux, mais en dépendance de l'étranger. Est-ce que la déglobalisation à laquelle on assiste jusqu'à une certaine mesure va peser à long terme sur la Chine? On a vu encore les exportations chuter de 14,5% sur un an au mois de juillet.
des parachutes sont mis en place en Chine, c'est-à-dire que des entreprises chinoises se mettent elles aussi à délocaliser. Donc les chiffres vont maintenant être un petit peu différents. L'interprétation va être plus subtile probablement à l'avenir, parce qu'une exportation chinoise, autrefois, c'était un produit chinois qui partait de Chine. Demain, ce sera un produit fabriqué par une firme chinoise qui a délocalisé pour se prémunir contre ces contraintes, effectivement. Néanmoins, il est certain que cette déglobalisation, ce découplage, comme on dit, va peser. Vous avez probablement vu que, encore aujourd'hui, les États-Unis viennent d'annoncer une restriction encore plus drastique sur tous les composants électroniques. La croissance et surtout la productivité chinoise, c'était avant tout l'espoir d'une high-tech très performante et donnant à la Chine son autonomie stratégique. Avec l'accès limité à ces composants régis par les États-Unis, ce sera beaucoup plus difficile. Comment est-ce que le gouvernement chinois peut doper la croissance? Comment est-ce qu'il peut relancer son économie? Quels sont les moyens, les leviers dont il dispose? Alors, ce qui est très bien, c'est que vous n'avez pas prononcé le mot de déflation qu'on voit depuis 2 ou 3 jours maintenant un peu partout. On a simplement une baisse des prix momentanée. Il est possible que ce soit le début d'une déflation. Et en fait, pour répondre à votre question, je dirais que la déflation n'est pas l'inverse de l'inflation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que l'inflation, vous pouvez en sortir. Et on sait en sortir parce qu'avec une remontée des taux, avec effectivement un arrêt donné à l'emballement des prix, on peut casser l'inflation. La déflation, puisque c'est votre question, c'est très difficile à contrarier. La déflation vient d'un phénomène démographique, d'un phénomène de confiance, d'un phénomène de ralentissement économique. On a vu ça au Japon dans les années 90. Et rappelez-vous, c'est la décennie perdue au Japon. Il n'est pas impossible que la Chine entre dans une décennie perdue. Le gouvernement japonais n'était pas tombé de la dernière pluie. Il a pris des mesures. Il a réglé son problème financier en fermant un petit peu les écoutilles et en empêchant les étrangers de regarder ce qui se passait. Il a donné des garanties à tout le système bancaire pour empêcher qu'il s'effondre. Et on a une économie qui finalement a tenu le coup. C'est le Japon. Est-ce que le Japon d'hier, c'est la Chine d'aujourd'hui? C'est une des possibilités. Vous dites qu'il n'est pas impossible que la Chine entre dans une décennie perdue. Quel impact est-ce que ça peut avoir sur ses décisions géopolitiques? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer que la Chine va être beaucoup plus prudente dans ses relations avec la Russie, compte tenu de la dégradation de son économie? Elle a déjà été, malgré tout, prudente. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait avec la Russie, si j'ose dire, elle essaie que ça se voit le moins possible. Ça se voit. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de déclaration officielle. Bien sûr, il y a ces manœuvres conjointes dont on parle tous les ans. Il y a cette nouvelle gouvernance du monde dans laquelle elle essaie d'intégrer la Russie, mais elle est relativement prudente. Ce que vous sous-entendez, c'est qu'effectivement, en étant trop proche de la Russie, elle risque d'être sous le coup de sanctions encore plus dures que celles qu'elle subit déjà. Mais les vraies sanctions et les vrais risques pour la Chine, et ensuite on verra ce que ça coûte éventuellement à l'économie mondiale, c'est ce découplage qui est probablement encore plus voulu par les États-Unis, qui vise vraiment le concurrent stratégique, que par la Chine ou que par d'autres intervenants. Quel impact cette situation économique peut avoir sur les relations avec Taïwan? On connaît évidemment le conflit entre la Chine et Taïwan. Taïwan, c'est le leader mondial des semi-conducteurs, avec notamment TSMC. Alors, déjà, sur la relation Chine-Taïwan, s'il y en a une, tout dépend de l'élection de janvier 2024. La Chine fait tout, par toutes sortes d'actions, pour que le candidat le plus favorable à de meilleures relations avec la Chine continentale soit élu. Ça, c'est possible. Ça pourra changer la donne. Ensuite, le ralentissement économique et les problèmes économiques de la Chine peuvent conduire à 2 types d'attitudes. Effectivement, si on lit l'agressivité américaine, on peut la qualifier comme ça vis-à-vis de la Chine, à la menace sur Taïwan, eh bien, on pourrait avoir un discours plus amène vis-à-vis de Taïwan. En revanche, si on entre dans une crise économique beaucoup plus marquée, il est possible que l'agressivité chinoise devienne un dérivatif au mécontentement de la population. En ce qui concerne les semi-conducteurs, c'est très compliqué, parce qu'en réalité, oui, il y a des embargos, oui, il y a aussi énormément de circuits parallèles
Et on ne peut pas totalement exclure que ce qui existe entre Taïwan et la Chine soit autre chose qu'un détroit hermétique, mais peut-être aussi parfois un filet un peu poreux dans lequel des choses passent. Ça, les Américains sont tout à fait conscients. Bien sûr, ça n'est pas leur souhait, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Taïwan soit totalement déconnecté de la Chine. Des barrières peuvent être mises effectivement de façon encore plus ferme. Ça aurait certainement des conséquences sur la Chine. Aujourd'hui, elles ne sont pas absolues. Un dernier mot sur le découplage dont on parle beaucoup en ce moment. Les États-Unis viennent d'annoncer encore une baisse, enfin des freins aux investissements chinois aux États-Unis. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir? Ça va effectivement ralentir la montée en gamme de la Chine. Ça va exacerber les tensions naturellement. Ça va aussi avoir un impact en cascade sur un certain nombre d'intervenants, y compris les Européens. Hier, un cabinet américain, qui n'est pas des moindres, qui s'appelle Dentons, a affirmé sans nuance qu'il quittait la Chine. Ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Et en fait, l'impact, je dirais, c'est plus un impact en cascade et les choix qu'il va falloir faire. Pour les acteurs tiers, c'est-à-dire l'Europe en particulier, la question va se poser. Dans quel camp est-ce que je vais me situer? Est-ce que je peux avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre? Et ça, c'est une question qui n'est absolument pas facile à résoudre, parce qu'effectivement, si on parle de relative agressivité américaine, le risque, c'est de tomber dans une espèce de spirale un peu idéologique, ou en tout cas très agressive. Et si en revanche on pactise, on ne peut pas exclure non plus ces risques qui sont identifiés depuis très longtemps, qui sont ces risques d'espionnage que les Américains ont dénoncés et qui sont réels. Si on pactise trop avec la Chine, on risque effectivement de perdre un certain nombre de technologies. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a eu des concrétisations d'investissements taïwanais en Europe, donc ça c'est une bonne nouvelle. L'Allemagne maintenant va bénéficier d'un investissement TSMC et la France va avoir un investissement en batterie pour les voitures électriques. Donc là, il y a non plus un découplage, je dirais, mais un séquençage. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Di Emilio d'avoir été avec nous, président de l'Asia Centre.